question à la fois autour de l'idéologie qui a sous-tendu la politique juive, de la réaction des Arabes en Palestine, de la contre-réaction des Juifs, de l'implication des grandes puissances qui déterminent la politique mondiale et qui explique que le problème ne puisse pas encore trouver une solution. Appartient à une région du monde, une région carrefour. Nous sommes au Moyen-Orient, le berceau des trois religions révélées. Et elle va s'en faire ressentir parce que la ville sera internationalisée. Mais cette internationalisation ne perdurera pas parce que la guerre va obliger la puissance juive Israël à s'emparer de Jérusalem et d'en faire sa capitale, qui était Tel Aviv avant. Donc, comment en est-on arrivé là? C'est lié donc à la volonté des Juifs de trouver ou de retrouver la terre ou de retrouver un État, un territoire qui appartiendrait à ce peuple juif. Depuis l'Antiquité, ce peuple a été dispersé à travers le monde. On les retrouve partout dans le monde. Mais dans cette communauté, cette diaspora, on a toujours entretenu l'idée qu'il faut revenir au berceau, qu'il faut revenir à la terre promise, qu'il faut revenir à Sion. Et cette volonté pour faire revenir le peuple juif à Sion a entretenu l'émergence d'une idéologie très forte pour encadrer ce peuple. Il faut armer idéologiquement le peuple juif pour l'amener à Sion. Et c'est cette armature idéologique pour un retour à Sion qu'on appelle le sionisme. C'est cette armature, cette idéologie qui sous-tend toute la politique juive de retour vers Jérusalem, vers la Palestine, pour occuper un espace territorial, en faire un État, une nation qui constitue le sionisme. Donc, pendant très longtemps, ce sentiment a été développé. Depuis le 19e siècle même, on a dû vous parler du congrès de Bâle et de la volonté de création d'un État juif. C'est la théorie de Théodore Herzl depuis 1897. Donc ce sionisme doit développer le sentiment national, donc permettre la fondation d'un État juif soudé. Cette idéologie véhiculée doit chercher et obtenir l'aide ou l'appui des grandes puissances, c'est l'aspect des relations internationales, mais cette idéologie doit aussi encourager un retour vers la Palestine, l'idée de colonisation. Et les Juifs dispersés à travers le monde se sont aussi enrichis ici et là, ont soutenu certains États, et cette richesse et cet appui des États va leur permettre de favoriser une politique d'immigration. Les Juifs vont quitter les États, les pays où ils s'étaient installés depuis des lustres pour revenir vers la Palestine et acheter des terres et s'installer à demeure. Donc cette immigration très forte des Juifs vers la Palestine va entraîner une réaction arabe.
Parce que les Arabes comprennent petit à petit que cette forte immigration juive risque de modifier l'apparence démographique de la Palestine et donc de faire de ce territoire un État juif. Surtout que la volonté juive de créer un État, elle existe et elle va se traduire petit à petit par la création d'un État. Cette idéologie ou cette volonté juive, elle est soutenue par les grandes puissances, notamment par l'Angleterre. Or, l'Angleterre, pendant la Première Guerre mondiale, a été du côté des vainqueurs. Et le traité de Sèvres, qui a partagé l'ancien empire ottoman, l'empire turc, va confier la Palestine à la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle la politique des mandats. La Syrie, le Liban, confiés à la France. L'Angleterre prend en charge la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Donc, soutenu par la Grande-Bretagne, qui prend possession de la Palestine sous mandat, pour les Juifs, l'occasion est belle. Ce soutien britannique va leur permettre d'accélérer le processus d'immigration et d'installation sur la Palestine. Rappelez-vous de la déclaration Balfour de 1917 qui avait soutenu cette volonté juive de création d'un foyer national juif en Palestine. Mais retenez bien le terme foyer national, ce n'est pas État. C'est juste une partie de l'espace territorial à occuper, mais en cohabitation avec les populations trouvées sur place autochtones arabes qui se disent également détenteurs de cet espace territorial. Donc la proximité qui commence à exister avec la forte immigration juive va provoquer des tensions entre juifs et arabes. La Deuxième Guerre mondiale va quelque peu faire oublier le problème palestinien, mais les Juifs jamais ne l'ont oublié. Et la politique hitlérienne d'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale va faire ressurgir la question juive après cette Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous les fameux ghettos pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Juifs étaient massacrés, exterminés, les fours crématoires, les chambres à gaz qu'Hitler ou que la politique hitlérienne, le nazisme, développé pour exterminer le peuple juif, effacer les Juifs de la surface de la terre. Au sortir de la guerre, ce massacre des Juifs va pousser les grandes puissances à vouloir coûte que coûte trouver un foyer où les Juifs viendront s'installer, formeront un État. Or, pour les Juifs, le seul État qui vaille, où ils peuvent s'installer à demeure, est la terre promise pour eux, c'est-à-dire la Palestine. Donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale va accélérer le processus. Mais l'Angleterre, qui est sortie affaiblie de la Deuxième Guerre mondiale, qui a mandat sur la Palestine, n'a pas en réalité les moyens de s'opposer à la volonté juive d'une forte immigration vers la Palestine. Surtout que ces Juifs, au-delà de l'arme idéologique que constitue le sionisme, commencent à se constituer en mouvement terroriste. C'est la Haganah, c'est l'Irgun, c'est juif. La Haganah, l'Irgun et le CERN. Dans vos lectures, vous verrez que c'est des termes qui renvoient souvent à des armes, des pistolets, donc des armes réelles, que les Juifs ont utilisées
Donc pour s'opposer à la volonté britannique de leur empêcher l'installation en Palestine. Donc cette Angleterre affaiblie, ne pouvant plus continuer d'exercer le mandat qui lui a été confié par la défunte Société des Nations, va retourner le problème à la remplaçante de la Société des Nations, l'ONU, et l'ONU va se décider à partager la Palestine entre les deux peuples. D'un côté les Juifs, de l'autre les Arabes. Donc en novembre 1947, le partage de la Palestine est effectif. Une résolution de l'ONU, c'est la résolution 181 de l'ONU, décide à partager la Palestine entre les deux peuples, un État arabe et un État juif. Ce que les Arabes n'acceptent pas. Ils ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, la Palestine, c'est un État arabe. Et donc la proclamation ou la résolution des Nations Unies est combattue par les Arabes. Israël, qui a très tôt compris, ou les Juifs qui ont très tôt compris que on va aller vers un conflit, proclame un État. C'est l'État d'Israël autour de Tel Aviv, donc dans la partie que la résolution leur a attribuée. Les Arabes qui rejettent cette résolution se soudent, s'organisent autour des Arabes de Palestine, déclarent la guerre au nouvel État d'Israël, mais très rapidement, le nouvel État sort vainqueur contre la coalition arabe. L'État d'Israël, à partir de ce moment, s'impose dans cette région, qui commence depuis cette date, 1948, malgré des accords à Rhodes. Depuis cette date, cette région du monde devient une région troublée. Elle est une région troublée parce qu'au-delà du conflit entre Arabes et Juifs, M. Diop en a parlé tout à l'heure, il y a un problème de terre qui se pose pour les Juifs ou pour les Arabes. Il y a un problème d'eau qui se pose pour les Juifs et pour les Arabes. Le seul cours d'eau viable dans cette région, c'est le Jourdain. Le contrôle de cette eau est devenu le fondement de l'existence des peuples dans cette région du monde. Or, donc, depuis cette date, plusieurs guerres vont opposer Israéliens et Arabes. En dehors de la crise de Suez en 1956, qui a impliqué l'Angleterre et la France, il y a eu la guerre de 1967, il y a eu la guerre de 1973. Des guerres, notamment celle de 1973, qui a débouché sur la première crise pétrolière que le monde connut, parce que cette région du monde est à la fois une région productrice de pétrole, mais c'est aussi la voie de passage de ce pétrole vers les pays de grande consommation. L'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite sont les principaux producteurs de pétrole ou parmi les principaux producteurs de pétrole du monde. Et le pétrole passe par cette région pour transiter par la Méditerranée, aller vers l'Europe. Et quand cette région connaît des conflits, quand le canal de Suez est bloqué ou menacé, l'économie mondiale s'en ressent. Et donc toutes les parties du monde, à partir de ce moment, s'impliquent dans la recherche d'une solution au problème palestinien.
Si les grandes puissances occidentales soutiennent l'État juif, les autres se rapprochent des Arabes, soutiennent la lutte du peuple palestinien, mais l'on ne parvient toujours pas à trouver la bonne ou la meilleure solution. Donc, de 1948, pratiquement jusqu'en 1991, on est dans une situation de ni guerre ni paix. Arabes et Juifs se sont affrontés au moins 3 fois, 1948, 1967, 1973. Toutes les tentatives de trouver des solutions ont échoué. L'ONU s'est impliquée, les grandes puissances individuellement se sont impliquées. La menace qui pèse sur la ressource pétrolière va pousser les grandes puissances à chercher à trouver ou à éliminer ce qui potentiellement peuvent représenter des menaces pour le ravitaillement en pétrole. Et vous comprendrez aisément pourquoi il y a eu la guerre du Golfe, l'Irak notamment, de Saddam Hussein. Pourquoi il y a cette menace ou cette tension permanente entre l'Occident et l'Iran, l'Iran soutenant les... Jusqu'à présent, 1948-2012, les grandes puissances sont là, l'ONU est là, mais c'est en fait une situation extrêmement complexe, un problème de cohabitation entre deux peuples et qui s'oppose surtout à propos de la Palestine, qui s'oppose à propos des terres, mais également à propos des eaux du Jourdain. Voilà, merci. Avant de continuer sur la lancée du Sénat, je voudrais faire le premier village en félicitant d'abord l'initiative des élèves de Moukouchou, allier l'utile à l'agréable, mais aussi vous remercier pour m'avoir associé à ce travail, à cet exercice, aux côtés de mes anciens professeurs émérites, qui sont des références dans la discipline. M. Diop m'a eu en classe de seconde et continue de m'encadrer jusqu'à présent. Je bénéficie de son expérience. M. Nian a guidé mes pas dans le métier. Donc je devais être à votre place pour suivre et apprendre, mais en fait, cela fait partie de la formation continue. Je le témoigne, ma profonde gratitude. Alors, M. Diop comme M. Nian ont été bien pour dire que le problème est complexe et ne trouve pas encore de solution. Pourquoi? Je crois que la réponse à cette question se trouve tout simplement dans l'organisation de la résistance palestinienne. Alors, le résultat de la première guerre 1948, de la deuxième guerre 1967, a eu comme résultat l'exode massif des Palestiniens hors de leur territoire. Ils vont se réfugier en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les États du Golfe. Pratiquement à partir de 1967, la totalité de la Palestine a été occupée par Israël. Alors, à partir de ce moment, les Palestiniens commencent à s'organiser dans les États dans lesquels ils sont réfugiés, en créant des organisations militaires pour tout simplement s'attaquer à l'État d'Israël. Ce qui fait que le premier mouvement, dit le Fatah, qui est contrôlé par Yasser Arafat et qui est majoritaire. Alors, le deuxième mouvement, le Front populaire de libération de la Palestine, la plus radicale de Georges. Ce qui fait que, après la débâcle de 1967 des Arabes, donc l'Égypte et la Syrie, attaquant Israël et des faits, c'est à partir de cette débâcle de 1967 que les organisations palestiniennes vont se soustraire de la tutelle arabe pour pouvoir tout simplement défendre leur cause. À partir de 1967, ils vont se soustraire de la tutelle arabe pour défendre leur cause, parce que pendant 30 ans, ils ont été silencieux et inactifs et sous la tutelle de la Ligue arabe. Donc à partir de 1967,
tout simplement, ils vont tout simplement se soustraire de cette tutelle. Alors, à partir des États, à partir de la Jordanie, à partir du Liban, les Palestiniens vont perpétrer des opérations militaires en Israël. Alors, en réponse, Israël va exercer des représailles sur ces organisations palestiniennes et jusqu'au même dans le territoire qui abrite les mouvements palestiniens. Ce qui fait que ces États étaient menacés, principalement la Jordanie et principalement le Liban. Alors, pour éviter les représailles israéliennes, le roi Hussein de Jordanie, à partir de 1970, va ordonner l'évacuation des troupes palestiniennes hors de la Jordanie. Et il va y avoir une cinglante répression à partir de septembre 1970 jusqu'en juillet 1971. Ce qu'on a appelé le génocide palestinien ou bien les événements de septembre, appelés septembre noir. Il y a eu des milliers de morts. Et à partir de là, toutes les unités armées palestiniennes ont été délogées de la Jordanie et vont se réfugier tout simplement au Liban sud. Alors, qu'est-ce qui se passe au Liban? Là aussi, au sud-est du Liban, ils vont organiser un véritable État militaire, armé. Un État dans un État pour s'attaquer à Israël. Israël aussi va exercer aussi des représailles sur ces organisations, ce qui constitue une menace pour l'État libanais. Alors dans un premier temps, l'armée libanaise attaque les positions palestiniennes. À partir de 1969, il y a un compromis. À partir de 1971, il va y avoir d'autres attaques. En 1973 aussi. Mais leur succès les pousse à faire tout simplement un mouvement de résistance pour tout simplement dominer tout le Liban. Et immanquablement, ils vont recevoir les représailles de l'armée syrienne et de l'armée israélienne. Parce qu'Israël veut en finir avec les mouvements de résistance palestinienne pour sécuriser son territoire. Alors à partir de ces deux mouvements, en Jordanie, au Liban sud, les Palestiniens vont se lancer dans le terrorisme international pour plaider leur cause, pour faire comprendre à la communauté internationale simplement leur cause. Ils vont détourner les avions, ils vont perpétrer des attentats dans les capitales européennes, etc. Et cela va culminer à partir de 1972 aux Jeux Olympiques de Munich, où tout simplement un commando palestinien va exterminer les athlètes juifs. Alors à partir de là, la communauté internationale est choquée et l'OLP est isolée sur la scène internationale. Et à partir de ce moment, le mouvement se trouve dans l'espace. Personne ne veut plus dialoguer avec ce mouvement. Alors, à part de ces actions terroristes, Yasser Arafat, qui contrôle l'OLP, commence à réviser ses positions pour se dire maintenant, puisque la voie des prétextes religieux sur la capitale, sur la Jérusalem. Je voudrais poser une question, à savoir quel a été le prétexte des différentes religions révélées pour dire que pour les trois religions révélées. Merci, le suivant. D'autres questions? Bonsoir, je m'appelle Mohamed Mazounier, je suis en classe de secondaire. J'ai une question concernant comment la platine a fait pour écrire le Djaja.
Et concernant le programme nucléaire iranien, il dit et sur quoi base l'Israël pour dire que si l'Iran n'abandonnera pas son programme nucléaire, il bombardera les centrales nucléaires iraniennes. Ensuite, est-ce que l'Israël s'est adopté de l'arme nucléaire pour l'ONU? Pourquoi l'ONU n'a pas pris des sanctions contre l'Israël sur la colonisation en Cisjordanie? Quelles sont les solutions apportées à l'ONU? Comment la Palestine a fait pour obtenir le Gaza? L'Israël pour dire que si l'Iran n'abandonnera pas son programme nucléaire, bombardera des centrales nucléaires iraniennes. Est-ce que l'Israël s'est doté de l'arme nucléaire? Pourquoi l'ONU n'a pas pris des sanctions contre l'Israël pour la colonisation en Cisjordanie? Pour la colonisation de l'État d'Israël en Cisjordanie. Quelles sont les solutions apportées par l'ONU? Bonsoir. Je m'appelle Thomas Westek de la classe TS2B. En fait, moi j'ai deux questions. La première c'est combien de temps s'est écoulé entre la création de l'État d'Israël et le début de la première guerre de 1948. La deuxième c'est quelle est la force de l'État d'Israël? Quelle force a-t-elle pour pouvoir repousser 6 attaques de pratiquement 6 États arabes en même temps, alors que c'est une nation qui vient de naître? Merci. Bonsoir. Je me nomme Ramata Diallo de la TS2A. Nous voyons la guerre israélo-arabe qui vit depuis plus de 60 ans et qu'on ne trouve toujours pas de solution. L'ONU qui devait être juge. Nous voyons au niveau de la répartition des terres, il est en même temps parti. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que l'ONU a sa raison d'être? Bonsoir, je m'appelle Marine Cissé de la classe TS2A. Je voulais savoir comment les extrémistes ont rendu difficile la résolution de la question. Bonsoir, je m'appelle Chafi Yamia de la TSTV. Je voudrais savoir comment les premiers Hébreux qui ont venu sur la terre palestinienne, qu'auparavant c'était les Palestiniens qui occupaient cette terre, comment les Israéliens qui étaient à l'exil, lorsqu'ils sont venus, ont récupéré les terres. Bonsoir, je m'appelle Bamandar de la TS2A. Je voulais poser une question. Pourquoi l'Arabie Saoudite a donné une base militaire aux États-Unis durant la guerre du Golfe? Je m'appelle Mariam Mane. Je voudrais savoir comment l'Israël, un nouveau État, parvient à gagner la guerre contre les Arabes. Merci également à M. Kau. Qui va commencer? Hassan Mohamed du complet. Donc, pour Mamadou Moustapha, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Jérusalem, nous avons dit que c'est un lieu convoité par toutes les 3 religions révélées. Et je crois qu'on a expliqué pourquoi. C'est là où vous trouvez la mosquée de Omar.
Omar, c'est le deuxième calife de l'islam. Donc sa mosquée est un lieu privilégié pour les musulmans. Jérusalem, pour les chrétiens, c'est la ville de naissance du prophète du christianisme, Jésus-Christ. Jérusalem, c'est là où se trouve le mur des lamentations pour les juifs. Donc, les musulmans y ont leur symbole, les chrétiens en ont fait une ville symbole, les juifs y ont leur lieu de culte. Voilà ce qui donne une particularité à la ville de Jérusalem. Et qui expliquerait peut-être pourquoi, en 1947, au moment du partage, cette ville n'a pas été attribuée à l'une des parties, ni au territoire arabe, ni au territoire juif. Mais on en a fait une ville internationale, ouverte à tout le monde. Évidemment, les guerres ont fini par imposer Israël dans cette ville, qui a délocalisé sa capitale. Ce n'est plus de Tel Aviv, mais c'est désormais à Jérusalem que se situe la capitale. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, les Arabes en ont fait une arme que toutes les puissances ou tous les États qui délocaliseront leur ambassade vers Jérusalem verront leur lien avec les pays arabes arrêtés. Donc c'est en cela que Jérusalem reste une ville symbole pour les trois religions révélées. Maintenant, comment les Palestiniens ont récupéré Gaza? Si vous voulez, c'est à la suite d'un geste d'Israël pour montrer une certaine bonne volonté. M. Sokhna vous a parlé des accords. Rabin a voulu donner un gage de bonne volonté pour montrer qu'Israël était décidé à négocier pour aller vers la paix. Et en cela, il fallait libérer des territoires appartenant aux Palestiniens qui avaient été occupés au moment des guerres, des précédentes guerres, à la fois en 1948 et en 1967. On a remarqué que tout au long du processus, à chaque moment qu'il y a un rapprochement entre Israël et un pays arabe, les territoires appartenant à ce pays arabe, jadis conquis par Israël, c'est le cas de la Cisjordanie, c'est le cas du Golan syrien, c'est le cas pour le Sinaï égyptien. Israël a cherché à rétrocéder ces territoires, sauf aujourd'hui le plateau du Golan qu'il continue encore à occuper, parce que c'est une position stratégique qui permet de contrôler le mouvement des armées syriennes. Et aujourd'hui, vous voyez comment la situation en Syrie est devenue extrêmement catastrophique. Il ne faut pas y exclure la main d'Israël derrière tout ce va-et-vient, que ce soit Sarkozy qui parle, Obama qui dit qu'il faut arrêter, ou l'ONU. Il faut y voir l'action de toutes les forces conjuguées qui soutiennent les positions israéliennes dans cette région du monde. Aujourd'hui, la Syrie est le verrou contre la volonté d'expansion israélienne. Si ce verrou saute, il ne restera plus que l'Iran, quelque peu éloigné du théâtre des opérations, et qui explique pourquoi les mouvements palestiniens, malgré le soutien de l'Iran, n'y ont jamais émigré. Les Palestiniens sont allés s'installer au Liban, où ils ont été délogés en 1982 de manière très violente. Relisez un peu la littérature sur Sabra et Satila, et vous verrez comment Israël a toujours cherché à affaiblir les Palestiniens, quelle que soit leur position. Et quand en 1982 ils ont été délogés de Palestine, du Liban, envoyé en Tunisie loin du théâtre des opérations, le mouvement s'est affaibli. Et cela a expliqué en grande partie pourquoi ces mouvements qui
qui jadis étaient de petites minorités qui s'agitaient au sein du mouvement palestinien, ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements islamistes, ont pris la relève, la nature ayant horreur du vide, quand le Fatah, Yasser Arafat, s'est déplacé vers la Palestine, abandonnant les frontières israéliennes. Ces petits mouvements extrémistes ont prospéré très rapidement et sont devenus particulièrement puissants, notamment en Cisjordanie et à Gaza. Et le Hamas est né justement de ces mouvements-là, de la tentative d'unification du mouvement islamique, a pris une telle force que quand on leur a imposé l'abandon d'actions terroristes pour aller vers la légalité à des élections dans ces différents territoires, le Hamas en est sorti vainqueur. Et c'est justement pour liquider ce mouvement extrémiste du Hamas que l'on est parvenu à diviser l'autorité palestinienne. Le Fatah, qui contrôlait l'État, le poste de chef d'État, s'est accroché à ce poste, mais le gouvernement était détenu par le Hamas. C'est pourquoi quand on parle de coup d'État ou de tentative de coup d'État de Hamas, au fond c'est contre qui détenait déjà le pouvoir. Et c'est cela qui explique la force de Hamas, notamment à Gaza et dans certaines parties de la Cisjordanie, en face d'Israël, soutenu également par le Hezbollah libanais. Donc c'est ça qui donne au fond la force à ces mouvements islamiques. Évidemment, l'Iran est le principal bailleur aujourd'hui de ces mouvements islamiques. Et cela, l'Occident l'a bien compris, cela, Israël l'a bien compris également. Depuis 1979, depuis la révolution de Khomeini, la révolution iranienne, l'Iran est devenu un ennemi pour l'Occident, pour Israël. Et cet Iran est obligé de chercher à trouver des moyens de sa propre défense. Et c'est la recherche de ces moyens de sa propre défense qui l'ont poussé à chercher à se doter de l'arme nucléaire. Mais cette arme nucléaire, ou la technologie qui permet sa fabrication, l'Iran ne l'a pas inventée. La dislocation du grand empire soviétique a permis de trouver, même si c'est au marché noir, toute la panoplie des techniques qui permettent de fabriquer une arme nucléaire. Et le capitalisme étant également la recherche du profit, certaines puissances capitalistes n'hésitent pas à vendre certaines techniques, même si ce n'est pas l'ensemble de l'armature qui fait l'armement, au moins certaines techniques peuvent aussi être achetées sur le marché capitaliste. Donc c'est cela qui a permis à l'Iran de mettre en place ces centrifugeuses qui lui ont permis de posséder cette technologie et surtout la ressource humaine nécessaire qui lui permet justement de pouvoir se doter de cette arme nucléaire. Rien ne prouve aujourd'hui que Israël détient cette arme nucléaire. Officiellement, en tout cas, rien ne le dit. Mais la réalité, c'est qu'Israël est capable de la fabriquer. L'a-t-elle déjà fabriquée et gardée dans ses arsenaux? La question reste posée, mais elle est capable de se doter de l'arme nucléaire. N'étant pas signataire des conventions qui interdisent la fabrication de l'arme nucléaire ou les expériences sur l'arme nucléaire, Israël peut se frotter les mains et attendre de voir venir, surtout qu'il a le soutien quand même de la superpuissance américaine. Donc elle peut, derrière ses murs, se doter de cette arme, donc en face de l'Iran. Donc voilà les questions sur lesquelles moi je tenais à apporter peut-être quelques éléments de réponse. Peut-être que M. Sokhna va pouvoir revenir sur certaines autres. Sinon, je pourrais peut-être revenir également sur certaines questions que j'ai pu donner. Merci, Seigneur. Je vais enchaîner avec la question de M. Combien de temps s'est écoulé entre la création de l'État d'Israël et la première guerre? Une journée. L'État d'Israël a été proclamé le 14 mai et le 15 mai, les armées arabes sont entrées en Israël pour lui déclarer la guerre.
Le mandat britannique a pris fin le 14 mai. Immédiatement, le comité provisoire a prononcé la création de l'État d'Israël. Et le lendemain, la guerre s'est déclenchée. Donc, il n'y a pas eu de moment de flottement pour cela. Alors, raison d'être sur la partition de l'ONU. Alors, le mandat britannique a été tout simplement, l'Angleterre a rendu à l'ONU le mandat qui lui a été confié parce que nous ne pouvons pas gérer la situation. Alors, à partir de ce moment, la cohabitation entre juifs et arabes était impossible. Et il fallait tout simplement diviser la Palestine. Et l'ONU, n'est-ce pas, a pris l'engagement tout simplement, à partir de la résolution 181, n'est-ce pas, de diviser tout simplement la Palestine. Alors, à partir de là, on peut dire que l'ONU a sa raison d'être, oui ou non? Alors, la question est... je crois que l'ONU a sa raison d'être, quoi qu'il en soit. Parce que jusqu'à présent, le pourquoi l'ONU a été créée jusqu'à présent, éviter la Troisième Guerre mondiale, jusqu'à présent il n'y en a pas, même s'il y a des tensions, des fois des tensions un peu partout à travers le monde, mais l'ONU arrive tant bien que mal à gérer la situation internationale. Maintenant, peut-être que l'ONU devait s'impliquer davantage, n'est-ce pas, en envoyant des forces d'interposition pour simplement séparer les deux parties, etc. Ça a été un manquement, mais il faudrait comprendre que l'ONU, tout simplement, est contrôlée par les grandes puissances. Et ces grandes puissances sont du côté. Donc voilà un peu la question. Alors, comment le problème est rendu complexe par les extrémistes? Alors, un problème se pose entre Israël et la Palestine. Israël a envahi les territoires palestiniens. Mais sa question fondamentale, c'est que le problème, c'est que Israël, c'est comme un virus dans un corps. Il est entouré par des arabes qui lui veulent la mort. Alors, donc, pour Israël, il faudrait une solution négociée. La paix, pour tout simplement pouvoir se retirer des territoires. Mais si le mouvement nationaliste est divisé entre les extrémistes qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, qui veulent la suppression de l'État d'Israël, alors que d'autres acceptent de négocier, voilà comment le mouvement nationaliste rend difficile la résolution de la question. Ceux qui veulent la lutte armée, tant que Al-Hamas va attaquer Israël, Israël exercera des représailles sur le Hamas. Inconditionnellement, toutes les résolutions votées par l'ONU n'ont pas été suivies. Parce que tout simplement, le mouvement nationaliste radical a toujours opéré des attaques sur le territoire israélien. Et Israël, n'est-ce pas, réplique à tout instant. Voilà comment le problème est rendu complexe, tout simplement par les mouvements. Alors, comment les Hébreux ont fait pour obtenir des terres? Parce que depuis, avant la Première Guerre mondiale, le mouvement sioniste avait encouragé l'immigration juive vers la Palestine. Et à partir de ce moment, les arrivants, les immigrants qui arrivaient d'Europe, achetaient des terres chez les propriétaires arabes. Alors, une fois ces terres achetées, le principe était tout simplement le travail juif sur des terres juives. Voilà le principe. Ce qui fait que les fermiers qui étaient sur terre, les paysans qui travaillent sur ces terres, devaient quitter ces terres pour aller vers d'autres parties de la Palestine. C'est que les immigrants qui arrivaient achetaient ces terres. Et à partir maintenant de la première guerre de 1948, Israël a grignoté des territoires. Certaines populations se sont enfuies. En 1967, n'est-ce pas, pratiquement la totalité de la Palestine a été occupée. Plus de 4 millions de Palestiniens sont enfuis du territoire et les terres commencent à être occupées. Et le gouvernement commence tout simplement à développer une politique d'immigration. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle les politiques d'expropriation. C'est-à-dire en disant que ce territoire doit être déguerpi par les Palestiniens pour des raisons militaires ou bien pour des raisons d'intérêt public.
Donc on est propriétaire aux propriétaires arabes qui doivent évacuer tout simplement ces terres. Voilà comment les terres ont été acquises tout simplement par les juifs. Pourquoi l'Arabie Saoudite a donné aux États-Unis une base militaire pendant la guerre du Golfe? Parce que tout simplement l'Arabie Saoudite avait condamné l'invasion irakienne sur le Koweït. Tous les États arabes, à l'exception tout simplement de la Libye et de l'organisation de l'ONG, de la libération de la Palestine, qui avait soutenu l'Irak, tous les pays arabes, parce qu'il n'était pas acceptable qu'un État arabe, n'est-ce pas, envoyé tout simplement un autre État arabe. Donc la Ligue arabe avait condamné fermement, tout simplement, cette invasion. Et maintenant, toute action pouvant tout simplement rétablir l'ordre, n'est-ce pas, était appuyée par ces pays arabes. Et puisque les États-Unis avaient décidé tout simplement d'intervenir militairement, il fallait tout simplement que l'Arabie Saoudite soutienne tout simplement cette initiative des États-Unis. Je pense que c'est une bonne question. Dites-vous bien que l'ONU est une association. Elle n'est rien d'autre que ce qu'en font les pays membres. Mais vous ne voyez que l'aspect guerre. Mais est-ce que dans d'autres secteurs, l'ONU n'a pas fait des performances extraordinaires? Prenez le domaine de la santé. Il y a des maladies qui ont été éradiquées grâce à l'ONU. Prenez le domaine de l'aviation civile. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, l'ONU intervient. Vous avez les organes annexes, l'OACI, l'UNESCO, etc., l'OMS, la Banque mondiale, la FAO, etc. Ça, c'est des structures de l'ONU. Mais si vous prenez uniquement l'aspect conflit, il n'y a pas encore de troisième guerre mondiale depuis 1945. Mais il y a des conflits locaux. Ces conflits locaux font l'affaire de trafiquants d'armes, de marchands d'armes, mais également font tourner des usines. En fait, vous allez dire que c'est un raisonnement un peu cynique, mais s'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas de recherche. S'il y a des recherches, on va fabriquer des armes et il faut qu'on les teste. Pour les tester, il faut allumer des foyers de tension, quelque part pour pouvoir écouler les armes. Voilà comment fonctionne le monde. Et également, n'oubliez pas que l'ONU n'a pas une armée permanente. Les casques bleus ne sont que l'émanation des pays membres. Donc, imaginez tout simplement que les États-Unis ou bien le Sénégal ou la Gambie refusent d'envoyer des soldats au Timor oriental, les casques bleus. L'ONU sera incapable de défendre le Timor oriental. Ou bien le Mali qui est envahi dans sa partie nord. Si l'ONU n'envoie pas de casques bleus, si les pays membres refusent d'envoyer des casques bleus au niveau du Mali, il n'y aura pas de soldats. Donc l'ONU n'est rien d'autre que ce qu'en font les pays membres. Association-là. C'est ça. Mais également, dans cette association, il faut dire qu'il y a les grands et il y a les petits. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves, au bal des éléphants, les souris n'ont pas leur place. C'est-à-dire que vous avez les grands, vous avez les petits. Les petits, ils sont à la tribune de l'Assemblée générale. On leur donne la possibilité de se défouler, de parler pendant 4 heures, 5 heures de temps. Ils ont le droit de le faire en septembre. Session ordinaire. Mais pendant ce temps-là, le représentant américain, français ou anglais sont dans les couloirs en train de fumer leur cigare, c'est tout. Au moment maintenant de prendre la résolution, ils reviennent. Et les pays s'alignent derrière les grandes puissances. C'est comme ça que ça se passe. C'est des relations internationales, c'est des questions de rapport de force. Maintenant, pourquoi Israël qui bat les pays arabes le lendemain de la proclamation de l'indépendance? Mais c'est lié tout simplement à l'efficacité du soldat israélien par rapport au soldat arabe. Le soldat israélien est beaucoup plus opérationnel. Deuxièmement, les Israéliens savent également que s'ils ne font pas des recherches sur les stratégies, s'ils n'ont pas un état-major performant, ils vont être rayés de la carte du Moyen-Orient. Ils sont sûrs que s'ils ne sont pas forts, ils vont être écrasés par les Arabes. Donc, toutes les recherches israéliennes se tournent vers les situations d'autodéfense et de conquête. Après la première guerre, Jérusalem-Ouest a été occupée, la Galilée a été occupée. Donc à chaque fois quand il y a conflit, Israël occupe des terres. Mais ces terres vont lui servir à quoi? Moyen d'échange, moyen de négociation face aux Arabes. Si vous lisez bien la résolution de Zangara, il faut quitter les terres. Le mot from, Israël dit non, moi je quitte le Sinaï, négocier avec l'Égypte et continue de conserver la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc c'est des moyens d'échange utilisés par Israël dans le cadre de sa politique internationale. Mais les Juifs sont sûrs que s'ils ne savent pas se battre, ils vont être écrasés. Pour les terres également, n'oubliez pas que M. Sonna a cité le Congrès qui s'est soumis à Bâle en 1898. Là, les Juifs ont mis en place deux structures financières, la Banque coloniale juive et le Fonds national juif, chargés d'acheter des terres arabes en Palestine.
Moi, je donne toujours un exemple très simple au niveau du Sénégal. Prenez les Libano-Syriens. Ils sont où? Dans toutes les villes du Sénégal. Ils sont au centre. Est-ce qu'ils sont venus les premiers? Non, ce sont nos grands-parents qui leur ont vendu les terres pour aller ensuite habiter à Sam, Gawan, etc. Vous n'avez jamais vu un Libanais habiter les Sicap Baobab, ou bien Wakhinane ou Angelmous, ou bien un Libanais habiter à Gawan, Amour, ou Ngat, ou Sam. Je n'ai rien contre les habitants de Sam, mais vous ne verrez jamais un Libanais là-bas, ils sont au centre. Donc, les Arabes ont vendu leurs terres au sud, des terres incultes, pour partir. D'autres terres ont été conquises par les Arabes et servent de moyen d'échange par Israël maintenant. Voilà comment ça se passe au niveau de la Palestine. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à poser par rapport à ça. La Palestine mettait au devant la présence puissante des religions. Mais s'il avait bien pratiqué, suivi l'information de la religion, est-ce que toutes ces guerres auront lieu? Les convictions religieuses n'avaient rien à voir avec les guerres. Mais la question, si j'ai bien compris, s'ils avaient respecté les enseignements de leur religion, mais toutes les religions enseignent la paix. Toutes les religions enseignent la paix. Si les enseignements religieux étaient respectés, il y aurait un amour entre les deux peuples. Il n'y aurait pas de paix. Donc d'emblée, à partir du plan de partage, les Palestiniens arabes accepteraient tout simplement d'accueillir les Juifs sur leur terre comme des frères, à partir des enseignements religieux. Et le principe de l'unité est respecté. Je crois que ça se passerait comme ça. Mais maintenant, les principes religieux n'étaient pas mis seulement au courant. Il y avait d'autres préoccupations idéologique pour mobiliser l'opinion, surtout l'opinion musulmane contre Israël. Il fallait mettre en avant la foi, dire que c'est des juifs qui combattent des musulmans et ces juifs sont soutenus ici et là par d'autres religions. Donc là, on met en avant la religion, c'est juste pour pouvoir mobiliser notamment l'organisation de la conférence islamique qui à la fois apporte des moyens financiers, peut apporter un soutien diplomatique parce que c'est aussi la bataille d'opinion qui compte. Et cette bataille d'opinion, à la fois au niveau de l'ONU et au niveau de toutes les autres instances internationales, a son importance dans le combat de tous les peuples du monde. Donc voilà pourquoi les Palestiniens ont mis en avant la religion à un moment donné. Mais comme Cheikh Sokhnas l'a dit dans son propos liminaire, dans l'OLP, la religion n'a jamais été mise au devant de la scène. C'est après, quand les révolutions arabes ici et là, où les États arabes ont tous pratiquement échoué dans leur tentative de mise en place d'États performants, que l'islam ou l'islamisme est devenu une donnée centrale dans l'évolution des peuples. Et vous le voyez aujourd'hui encore, l'année dernière, en 2011, on nous parlait des printemps arabes, et partout, c'est des mouvements islamistes qui sont à la tête des actions pour le renversement des États qui existaient. Et ça doit faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir à la fois l'Occident, mais aussi les dirigeants de ces États-là, pour voir comment résoudre les problèmes quotidiens des populations avant qu'ils ne soient embarqués par des extrémistes, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, que le potentiel qu'ils détiennent soit dévié vers des situations explosives qui en réalité n'arrangent ces populations-là. C'est parce que les États ont échoué, que les leaders qui étaient là au moment des indépendances presque partout ont échoué dans leur tentative de mise en place d'États performants, que ces mouvements islamistes sont nés. Certainement que vous aurez l'occasion de voir toutes ces questions quand vous étudierez les civilisations musulmanes, notamment sur la les tendances actuelles de l'islam. Les massacres de l'armée, les massacres que la Haganah a commis au sud Liban. On a vu après l'occupation de l'armée israélienne. Pourquoi l'armée israélienne a toléré
et massacre, cela Agana a commis sur les civils du Sud-Liban. Et si, je voulais aussi savoir si l'armée israélienne n'est pas en train de venger un peu la mort des Juifs au cours de la soirée. Pas le fait de l'armée israélienne, lorsque les unités palestiniennes se sont basées, n'est-ce pas, au Liban Sud, c'est l'armée libanaise ou bien tout simplement pro-syrienne, n'est-ce pas, qui ont perpétré ces actes, n'est-ce pas, de barbarisme sur les camps de Sabra et Shatila en 1982. Mais sous la passivité de l'armée israélienne. Parce que lorsque les combats se sont déroulés, les forces palestiniennes se sont repliées jusqu'à Beyrouth. Et il y avait le siège de Beyrouth. Et c'est une force multinationale composée par les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Italie qui ont extirpé tout simplement le commandement de la palestinienne pour tout simplement aller les loger en Tunisie, qui était le siège de la Ligue arabe. Et maintenant, pour venger la mort du président Gemayel, n'est-ce pas, l'armée du Liban Sud, des phalangistes, ont exterminé tout simplement les vieillards, les enfants, les femmes qui étaient dans ces camps sous la complicité ou bien sous la passivité de l'armée israélienne. Mais ce n'était pas les Israéliens. Moi, je pose la question de savoir, vu les conflits que l'on a notés entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, est-ce que le départ des Israéliens dans la terre palestinienne ne pourra pas naître un autre problème, à savoir une guerre civile, au lieu d'éradiquer la situation que ce peuple a été vécu? Plus ou moins historien, c'est-à-dire que nous travaillons sur le passé. Et vous me demandez si le départ ne provoquerait pas. À ce moment, on constatera qu'il y a une guerre entre Palestiniens, une guerre civile, donc, et cette guerre civile, nous chercherons à en déterminer quelles ont été les causes. Mais aujourd'hui, ce qui est fondamental, ce qui est nécessaire en tout cas, vers une solution du problème, c'est au moins la libération de toute la Palestine arabe. Ce que Israël revendiquait, c'était sa reconnaissance en tant qu'État. Les Palestiniens l'ont reconnu depuis Arafat, depuis que la charte de la Palestine, la charte nationale palestinienne a été rendue caduque par les déclarations d'Arafat. Israël aurait dû reconnaître l'existence d'un État palestinien. Or, c'est cela que Israël refuse, de reconnaître l'existence d'un État palestinien. Les grandes puissances s'étaient engagées à reconnaître l'existence d'un État palestinien, mais jusqu'ici, cette reconnaissance n'est pas encore. Donc je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Maintenant, que Israël se retire, laisse aux Palestiniens le soin de régler leurs propres problèmes. Évidemment, entre ces forces palestiniennes, chacune a un soutien international qui peut ou trouver une solution négociée ou aller vers une confrontation, un rapport de force qui déterminera qui des Palestiniens aura la suprématie sur l'autre force et dirigera la Palestine. Mais en tout état de cause, ce sera au moins un État arabe palestinien. Israël, où les Juifs auront au moins libéré le territoire palestinien et le problème restera peut-être totalement donc réglé ou résolu. Le problème palestinien sera totalement résolu. Mais tant que Israël restera en place, il naîtra toujours des forces hostiles à la présence israélienne et quelle que soit la force palestinienne qui dirigera sur tel ou tel territoire de la Palestine,
la division persistera toujours. Donc, au moins, libérons l'ensemble de la Palestine, qu'elle soit arabe, que les forces palestiniennes entre elles s'entre-déchirent, toujours est-il qu'elles parviendront à trouver une solution à leurs problèmes. Les peuples ont souvent des ressorts insoupçonnés pour parvenir à régler leurs problèmes. Vous en avez donné la démonstration cette année. On pensait que notre pays allait totalement chavirer dans la catastrophe. Nous avons pu résoudre notre problème. Les Palestiniens ont aussi ce génie, cette capacité, certainement qui leur permettrait de régler un problème si toutefois ils étaient totalement libérés de la pesanteur de la domination israélienne. Je m'appelle Rachid Faye de la PS2A. Pouvez-vous revenir sur la genèse du foyer nation? Merci. Super. Alors, c'est que la Palestine, à partir du XVIe siècle, faisait partie de l'Empire ottoman turc. Jusqu'en 1914. Et pendant cette période, donc à partir de cette période, 1914, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les Turcs étaient alliés à l'Allemagne. Alors, ils ont perdu la guerre, leurs territoires ont été retirés et placés, confiés aux vainqueurs. La Palestine, n'est-ce pas, était confiée à l'Angleterre par la FDR. Et à partir de cet instant, l'immigration juive est encouragée. Donc jusqu'en 1914, si on voit un peu la population palestinienne, elle était constituée de 730 000 habitants, dont 60 à 80 000 juifs. Donc 1/10 de la population. Mais après la Première Guerre mondiale, l'immigration juive a été encouragée, n'est-ce pas, vers la Palestine, d'ailleurs par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Alors, cela a été encouragé. Il y a une immigration massive, n'est-ce pas, des juifs vers la Palestine. Alors, à partir de là, les Arabes se sont organisés pour contester cette arrivée tout simplement des Juifs, qui commençaient tout simplement à acquérir des terres. Et il va y avoir, à partir de 1935-36, et pas des émeutes entre les Arabes et les Juifs. À partir de cet instant, l'Angleterre promet tout simplement d'octroyer l'indépendance des Arabes. À partir de cette promesse, les Juifs vont s'organiser pour attaquer les intérêts anglais. Surtout le Irgun, le CERN, ces groupes militaires organisés attaquent tout simplement les intérêts anglais. Et à partir de là, l'Angleterre revient sur cette position pour parler tout simplement d'un foyer juif, d'un foyer binational en Palestine. C'est-à-dire que les deux peuples allaient cohabiter sur le même territoire palestinien. Donc, ce qui veut dire que, tout simplement, l'Angleterre, tout simplement, a fait volte-face entre les positions palestiniennes et entre la Palestine et tout simplement les positions juives. Alors, à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le génocide allemand sur les Juifs, qui a connu plus de 7 millions de morts, alors l'opinion internationale s'est dit qu'il était expressément, qu'il était urgent tout simplement de créer un foyer, un pays, un territoire juif. Et à partir de cet instant, tout simplement, l'ONU va décider du plan de partage. Donc, tout est parti tout simplement du sentiment antisémite, anti-juif en Europe. Et ce qui a fait que les juifs devaient trouver un foyer pour s'abriter. Et l'immigration a été favorisée juste après la Première Guerre mondiale et accélérée après la Seconde Guerre mondiale. Alors, lorsque le plan de partage a été décidé par l'ONU, n'est-ce pas, l'État d'Israël est créé à partir de 1948. Donc, tout simplement.
là, moi, je voudrais également ajouter ceci. Cette terre qui était sous contrôle des Anglais, après la Première Guerre mondiale, ces Anglais ont favorisé l'immigration. Mais ensuite, à partir de 1933, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, on a constaté une accélération du mouvement d'immigration vers la Palestine. Parce que dès qu'Hitler a commencé à appliquer sa politique de génocide ou de solution finale, on a constaté que beaucoup de juifs provenant d'Europe occidentale, d'Europe centrale, ces juifs-là ont commencé à immigrer vers la Palestine. Or, arrivant en Palestine et disposant de capitaux extrêmement importants, ils ont eu à acheter des terres arabes incultes, des terres incultes arabes, des terres désertiques, qui leur ont été vendues par les Arabes. Ceci leur a permis bien évidemment de s'organiser et de mettre sur place plus tard un État. Parce que comme l'a dit M. Hassanian tantôt au début, donc il ne faut pas oublier qu'il y avait cette philosophie, cette doctrine, cette idéologie qu'on appelle le sionisme. Un Sion, c'est une colline sur laquelle est bâtie la ville de Jérusalem. Mais c'est cette idéologie-là qui a permis également de façonner cet État juif à partir des immigrants venus de peu partout, donc des éléments de la diaspora qui se sont retrouvés en Palestine pour mettre en place un État qui tient tête aux Arabes depuis 1948 jusqu'à nos jours. La situation d'Israël. Ils ont toujours gardé par devers eux cette expérience dans la conscience collective des Juifs qu'il leur faut revenir à la terre promise, qu'il leur faut revenir à Sion. Et ils vont bâtir toute leur idéologie, ils vont mobiliser tous leurs moyens, ils vont mobiliser toutes leurs capacités, ils vont chercher à rassembler toute la diaspora dispersée à travers tous les continents pour venir pour s'implanter là en Israël et bâtir leur propre État où la communauté juive trouverait certainement sa nation. Donc voilà un peu qui explique l'importance ou le poids d'Israël dans cette région du monde. Dans les grandes puissances, ils ont tous une grande industrie de guerre qui dépend des guerres dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que le veto onusien, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revisiter ou bien dans l'avenir, est-ce qu'on pourrait avoir la chance de changer ces textes-là qui datent de 1945 à nos jours, onusien, qui donne une puissance, une grande puissance à ces États-là, et quand on note que ce sont ces grandes puissances-là qui imposent des guerres dans le monde pour faire avancer l'industrie de guerre. Les de sécurité détiennent le droit de veto. C'est ça le constat. Maintenant, il faut prendre comme principe ceci. La politique, c'est une question de rapport de force. Et partout, dans n'importe quel espace, il faut comprendre la politique comme étant la recherche du rapport de force qui vous est favorable. Le jour où le rapport de force sera favorable à une réforme totale et entière des principes de fonctionnement de l'ONU, les choses changeront. Mais aujourd'hui, le rapport de force n'est pas encore favorable à un changement du statut des 5 permanents. Si demain, la situation l'exigeait, il va sans dire que les choses changeraient. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là. À un moment donné, si vous avez suivi le processus de fonctionnement de l'ONU, la Chine nationaliste a occupé le siège de permanent, mais quand la Chine communiste s'est imposée au monde en tant que grande puissance, elle a fini par occuper le siège de permanent à la place de Taïwan. Taïwan a été obligé de quitter l'organisation. Aujourd'hui, c'est la Chine communiste qui représente la République populaire de Chine au siège des Nations. Donc, l'évolution du monde étant telle, il arrivera peut-être un jour où les choses changeront. Et qui sait, est-ce qu'on ne va pas totalement chambouler l'organisation des Nations Unies et trouver une autre forme d'organisation? Personne ne sait. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Bonsoir. C'est très important qu'il faut comprendre. L'ONU, c'est ce qu'en font les États membres, notamment les grandes puissances. Et quand on parvient à déterminer la position des grandes puissances sur telle ou telle question internationale, on a tout de suite la position de l'ONU par rapport à la question.
si l'ONU peut mettre en œuvre une politique qui permet de résoudre le problème, ou est-ce que l'ONU est incapable de mettre en œuvre une solution parce que les puissances qui la dirigent ne parviennent pas à s'entendre sur le comment régler la question. Or, sur la question palestinienne, on est encore à ce tâtonnement. On est encore à ce tâtonnement. Même les pays qui ont pendant longtemps soutenu les Palestiniens semblent être dans un dilemme. Parce que ne croyons pas simplement que la libération de la Palestine, c'est le départ des Israéliens de la terre, mais la question posée par votre camarade tout à l'heure nous donne déjà une idée de ce qui pourrait s'en suivre. Le départ du pays dominateur peut tout de suite provoquer une guerre civile qui peut être plus catastrophique que la domination elle-même. Demandez aux Angolais ce qu'ils ont enduré après le départ de la colonisation portugaise. Une guerre civile meurtrière s'en est suivie et les séquelles sont encore visibles au niveau de l'Angola. Donc l'ONU n'a pas pu trouver la solution au problème parce que les grandes puissances qui supervisent toutes ces actions ne sont pas encore entendues. Il y a eu un ensemble de résolutions, un ensemble de tentatives. On a parlé d'une feuille de route que l'Union européenne, les États-Unis, la Russie ont essayé de mettre en œuvre. Ça n'a pas donné de résultats concrets. On a parlé d'autres actions, cela n'a pas donné de résultats concrets, mais je crois que l'ONU cherche une solution, la trouvera-t-elle? L'avenir nous le dira. Maintenant, quant à la libération de Gila Shalit contre un millier de Palestiniens, cela peut vous donner une idée de ce que peut représenter une opinion publique. Pendant combien de temps Gila Shalit est resté entre les mains des Palestiniens et comment en Israël et dans le monde on s'est mobilisé pour la libération de ce seul soldat. Parce que cette question de Gila Shalit peut défaire un gouvernement à des élections en Israël. Le fait de n'avoir pas pu libérer Gila Shalit a certainement fait perdre le pouvoir au parti travailliste israélien. Et quand les conservateurs sont arrivés, malgré leur opposition à toute négociation avec les extrémistes palestiniens, ils ont cherché à trouver une solution à ce problème et c'est cela qui explique qu'ils étaient prêts à mettre 1000 prisonniers palestiniens sur la balance pour la libération de ce seul soldat. C'était pour préserver le pouvoir qu'ils l'ont fait. Et ils savent que ce qu'ils ont libéré pourront dans quelque temps revenir également comme commando en Israël pour y perpétrer des attentats. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce que c'est cela qui permettait de tempérer un peu l'opinion publique israélienne qui commençait à poser réellement ce problème de Gila Shalit devenant un problème national en Israël. Sur les solutions apportées par l'ONU, là, j'ai juste entre 87 et 89, pratiquement il y a 6 résolutions votées par l'ONU pour demander le retrait d'Israël et tout simplement la réintégration des Palestiniens qui étaient en exil. Mais le problème qui se pose, c'est l'application de la résolution. Comme M. Diop l'a dit tantôt, n'est-ce pas, l'ONU est ce qu'en font tout simplement les membres. Tout simplement. L'ONU a voté autant de résolutions, mais comment ne pas appliquer ces résolutions sur le terrain, c'est ça qu'il pose. Bon, je crois que nous avons débuté à 16h10. Il est 18h. Voilà, presque. Donc voilà 2 heures de temps que nous avons débattu sur cette question qui est extrêmement importante, qui date de 1948, mais les conférenciers ont remonté à la fin du 19e siècle.
pour vous expliquer ce problème qui est extrêmement complexe et qui est très intéressant. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de solution à vous proposer. C'est une question qui est là, nous observons et nous essayons d'analyser. Donc il faudra essayer de suivre les actualités sur cette question palestinienne. Question problème palestinien, c'est en fait à peu près la même chose. Au nom du cours privé Moutoussou, M. Nian, M. Sorna, je vous dis merci. Même si je ne devais pas le faire puisque c'est des collègues à moi, qui sont véritablement disponibles, je peux les appeler à n'importe quelle heure. Je peux leur confier n'importe quel travail, ils me diront toujours OK. La preuve, ils ne sont même pas arrivés en retard, ils sont arrivés bien avant moi. Je vous remercie encore une fois.